Bonjour à tous. Donc effectivement, on est très heureux d'être avec vous ce matin et très impressionné de vous voir si nombreux. Je me suis demandé si vous avez fait croire que Pénélope serait là ce matin, mais elle ne va pas venir. Hein, donc s'il y en a qui veulent partir, vous pouvez. Ouais, ou peut-être elle va venir. Donc je vais vous présenter nos intervenants. Donc Élise, tu es la directrice programmatrice. Élise Mignot, tu es la directrice programmatrice du Café des Images, qui est un cinéma art et essai à Hérouville-Saint-Clair, donc dans la banlieue de Caen, et un cinéma, je dirais, hors norme, et donc de ce point de vue particulièrement intéressant. Et Thierry, tu es le directeur de la distribution de Studio Canal, donc la major française. Et comme on vous a parlé depuis le début du duo, moi j'ai vu une place en plus, donc je suis resté, et je suis Julien Marcel, et je suis le directeur général d'Allociné et de Box Office. Peut-être juste pour commencer, un petit mot pour faire connaissance. Je ne sais pas qui parmi vous dans la salle est déjà un professionnel du cinéma actuellement. Ok, il y a pas mal de professionnels du cinéma, il y a peut-être des étudiants, il y a du grand public. On va essayer d'être pédagogique, donc si on vous rappelle des choses que vous connaissez par cœur, vous nous excusez. Et si au contraire, on parle de choses qui vous semblent du chinois, comme par exemple, j'ai déjà entendu quelques acronymes, vous levez la main, on est quand même suffisamment peu nombreux pour que ce soit un peu interactif, vous n'hésitez pas. Et je crois que vous avez beaucoup de chance, parce que moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le cinéma. Quand j'ai vu ta présentation, Thierry, je me suis dit, on ne m'a jamais expliqué de manière aussi claire comment ça fonctionnait. Donc c'est bien, je crois que vous êtes privilégié. On va commencer les présentations. Peut-être, je vais commencer par Thierry, pour que tu nous expliques en quelques mots et avec slide à l'appui, qui est Studio Canal et quelques éléments clés un peu sur cette belle maison de distribution française. Avec plaisir. Bonjour à tous. Moi, je suis ravi qu'il y ait autant de monde dans cette première rencontre, dans ce duo, comme on dit. C'est un peu difficile d'avoir préparé cette présentation, je dois le dire, parce que les relations exploitants et distributeurs, elles se font au quotidien et de manière, j'ai envie de dire, presque un peu informelle. Et du coup, de devoir mettre noir sur blanc ce que l'on fait au quotidien, c'est un peu difficile, mais c'est un exercice qui est hyper intéressant parce que du coup, ça oblige à une certaine pédagogie, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est important par rapport à ce que tu disais, Julien, de ne pas évidemment hésiter, parce qu'il ne s'agit aucunement d'un cours didactique, il s'agit vraiment d'une discussion. Donc comme le dit Julien, s'il y a des choses qui ne sont pas comprises ou qui sont totalement évidentes et dont on s'en fout, il faut vraiment le dire pour qu'on puisse avancer non pas le plus vite possible, mais pour aller à des choses qui semblent essentielles. Et je pense que cette discussion doit donner lieu à un échange et voire même à des questions que vous pouvez avoir à la suite de cette présentation. Donc moi je suis directeur de la distribution des films en salle de cinéma de Studio Canal depuis un peu plus de 6 ans. Je n'ai toujours fait que de la distribution de films en salle. Je ne sais malheureusement rien faire d'autre. Et cette société existe depuis, je vous ai mis un petit slide ici pour résumer, depuis 2007. On sort grosso modo 15 films par an en France. On sort principalement des films français. On a en gros entre 1 et 3 films étrangers qui sont en général des coproductions Studio Canal. J'y reviendrai un petit peu après, mais principalement des films français dans notre line-up. Le mot line-up, c'est le programme de l'année à venir. On est également une boîte, comme l'a dit Julien, qui est française et dont le siège social est en France, puisqu'on est une filiale à 100% de Canal+. Mais on est présent dans beaucoup de pays dans le monde, puisqu'on a des filiales en Angleterre, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et depuis quelque temps, il y a 2 sociétés que nous avons rachetées, qui étaient 2 grosses sociétés très importantes dans leurs pays respectifs, qui est Kinoshwald en Pologne et Dutch Filmworks en Hollande. Donc j'ai des nouveaux collègues que j'ai rencontrés il y a quelque temps. Et ça fait partie des choses passionnantes de nos métiers, non seulement de travailler sur les films sur lesquels on sort au cinéma, mais aussi de voir quelles sont les différences entre les différents territoires, quelles sont la typologie de films qui marchent en Pologne comparativement à ceux qui peuvent marcher chez nous. Quand il y a des acquisitions ou des coproductions de films, on voit bien qu'il y a des films sur lesquels les filiales mettent des chiffres très importants et nous sur lesquels en France on se dit mais il n'y a personne qui va aller voir ce genre de film au cinéma. Donc ça rend en tout cas les discussions extrêmement intéressantes. Je vous ai mis là le nombre d'entrées qu'on a fait en 2017, qui est l'année record jusqu'à présent de Studio Canal. On a fait 16,3 millions d'entrées. Grosso modo, le marché, en termes d'entrées, pour parler de ça directement en France, on est autour de 200 millions d'entrées par an. Il y a eu 2 années évidemment très complexes
On va pas trop en parler là parce que c'est un peu pénible et on a tous des souvenirs assez douloureux, j'ai envie de dire, Ça va mieux en plus. des années Covid. Donc du coup, mais de manière générale, on est autour de 200 millions. Ça a pu varier depuis, on va dire, depuis une dizaine d'années, entre 195 et 210 millions d'entrées. En tout cas, on est autour de tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que 16,3 millions d'entrées sur 200 millions d'entrées, ça peut paraître pas si important que ça, mais malgré tout, quand on n'a quasiment que des films français, c'est un chiffre très important. Je vous ai mis là également sur cette année, depuis le début de l'année, le nombre d'entrées qu'on a déjà réalisé sur les 6 premiers mois de l'année. On a fait 6,5 millions d'entrées. On va grosso modo faire, dans un budget, puisqu'il faut parler de ça, dans le budget de l'année à venir, je dois faire autour de 10 millions d'entrées dans l'année, entre 9,5 et 10,5 dans l'ensemble des films qui me restent à sortir dans les 6 mois à venir. Une équipe de distribution, comment ça marche? Je vous ai mis là en fait les différents intervenants qui travaillent avec moi. Moi, mon équipe, c'est principalement les ventes et le marketing. Qu'est-ce que c'est les ventes? C'est la personne qui est en relation principalement avec Élise et toutes les salles de cinéma. C'est l'exploitation. La vente ou la programmation, c'est un synonyme. Ce sont les gens qui sont là pour proposer à une salle de cinéma les films que nous avons à distribuer. Et il y a donc 9 personnes qui travaillent sur le marketing. Et on va vous faire une petite... non pas leçon, mais en tout cas un petit exemple de ce qu'on peut faire en marketing pour faire en sorte que, quels que soient les gens, vous, professionnels du cinéma ou grand public, et parfois on est les deux, on est à la fois un professionnel du cinéma et le grand public, comment on peut faire en sorte de faire savoir qu'un film existe et qu'on puisse en fait avoir envie d'aller voir ce film-là au cinéma. Il y a évidemment un service juridique, un service financier, un service technique. Je vous ai mis ça là, le nombre on s'en fiche un peu, là c'est uniquement les gens qui travaillent sous ma responsabilité sur la salle de cinéma chez Studio Canal, mais quel que soit, et ça c'est important, quelle que soit la typologie de distributeurs avec lesquels vous avez à l'affaire ou vous allez rencontrer peut-être pendant ce festival, même une structure où il y a 2 personnes, ils font l'ensemble de ces métiers-là. Même s'ils ne sont que 2, un tout petit distributeur indépendant qui dépend soit du SDI, soit de DIR, doit faire à la fois du service technique, du juridique, de la finance, des ventes et du marketing. Voilà. Et l'autre point qui est peut-être intéressant sur le nombre de personnes, je crois que c'est un truc assez notable, c'est, tu parles de tout petits distributeurs, mais un très gros distributeur, une très grosse major, c'est quelques dizaines de personnes en fait, dans le lien avec les salles. Donc en fait, c'est une des caractéristiques que je trouve intéressantes de ce secteur pour ceux qui y travaillent ou qui envisagent d'y travailler. C'est que c'est un petit secteur où c'est plein de PME dans leur mode de fonctionnement, même si au total, c'est des sociétés qui peuvent faire des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, mais avec l'équipement et la relation humaine plutôt d'une PME. C'est très juste, c'est-à-dire qu'un film Paramount, Mission Impossible, qui sort dans quelques semaines, ils font exactement ces mêmes métiers-là. Alors, ils sont peut-être davantage, je ne sais même pas combien ils sont chez Paramount aujourd'hui, mais en tout cas, grosso modo, ils sortent moins de films en même temps. Donc, en tout cas, grosso modo, c'est une boîte de distribution d'une major américaine ou d'une major française comme la nôtre, ou comme Gaumont, ou comme Pathé, ou comme UGC. C'est une vingtaine de personnes, entre 20 et 25 personnes. Voilà, guère plus que ça. Et effectivement, ce qui va être intéressant dans notre échange ce matin, c'est que pour sortir des films et pour faire marcher cette industrie, il y a à la fois le travail très national qui est fait par des distributeurs comme Studio Canal, on verra concrètement comment ça fonctionne. Et puis, il y a aussi le travail local qui est fait dans chacun des cinémas. Parfois, ce sont des chaînes, et donc il y a un travail multilocal qui est opéré. Et puis parfois, ce sont des cinémas uniques et singuliers, comme c'est le cas du Café des Images. Et donc, on va laisser Élise nous présenter ce cinéma hors norme. Donc, on peut passer sur la slide suivante, et je vais te laisser ton petit boîtier, la flèche verte, quand tu veux passer à la slide suivante. Super, merci. Voilà. C'est moi qui passe les slides. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous présenter ce lieu qui est de l'autre côté, plutôt côté nord. On est en Normandie. Pourquoi je vous parle de où on est? Parce que moi, j'ai la conviction qu'un projet, il est toujours situé. Et donc là, en plus, il est particulièrement situé. Donc, je vous ai fait une petite carte du territoire où on est situé. Le Café des Images, il est dans la ville d'Hérouville-Saint-Clair. C'est 23 000 habitants, mais c'est une ville nouvelle qui jouxte Caen. Et du coup, on parle souvent dans le cinéma d'unité urbaine. Et l'unité urbaine, c'est un petit peu plus de 200 000 habitants. Ce qui est intéressant sur ce territoire et ce qui rend le projet du cinéma aussi, depuis sa création en 1978, assez unique, c'est qu'il est très RSE, très engagé sur la défense d'une diversité de films très, très grande, et qu'en même temps, il est situé sur un quartier très populaire, donc un quartier ultra multiculturel. Il y a 80 communautés culturelles différentes à Hérouville-Saint-Clair,
mais un quartier qui a du coup ces dynamiques, cette jeunesse aussi qui est présente, qui font, moi je trouve, l'atout et la richesse de ce lieu. Et Élise, juste un point, parce qu'il y a une grande partie de l'assistance qui sont des professionnels, mais pour ceux qui ne le sont pas ou pas encore, donc un cinéma art et essai, c'est un cinéma qui s'engage à passer plus de 85% de ses séances dédiées à des films qui sont labellisés art et essai. Et donc, c'est une des vraies spécificités de l'industrie française. Là où aux États-Unis, quand un Batman sort, 90% des établissements passent Batman le jour de sa sortie. En France, la moitié des salles, plus de la moitié des salles ne le passeront pas parce que plus de la moitié des 2000 établissements français sont des établissements art et essai. Non, bien sûr, mais la réalité qu'on observe, c'est que c'est vraiment une forte spécificité. Et donc, le travail du Café des Images s'inscrit dans cette typologie-là de salles qui représente la moitié des salles en France. Ouais. Mais voilà. Et qui, du coup, est très spécifique parce que nos engagements devraient être beaucoup moindres vu le territoire justement dans lequel on est. Et qu'en fait, on a des engagements qui sont ceux souvent de salles de grandes villes qu'on va retrouver par exemple à Strasbourg, à Saint-Étienne, qui sont à Rouen, etc. Et donc effectivement, nous, on est à 90% d'art et d'essai. Et pour autant, moi, je tiens beaucoup à ce qu'on ait aussi de temps en temps des blockbusters en sortie nationale, parce que c'est aussi intéressant dans ce territoire-là que tout le monde trouve son compte dans la salle. Donc aujourd'hui, en 2023... C'est quoi récemment comme gros blockbuster ? En sortie nationale, là, on avait Dune, qui est quand même bon, alors qui a été. Oui, non, mais bien sûr. Voilà. Et le blockbuster peut-être, alors c'est plus ancien, mais qui a étonné tout le monde, c'était le dernier James Bond. Voilà. Donc ça avait effectivement étonné jusqu'aux politiques qui nous ont demandé mais comment ça, le Café des Images passe James Bond ? Eh ben oui, pour une fois, le Café des Images passait James Bond. Voilà. Aujourd'hui, donc le lieu, il a beaucoup muté, il s'est beaucoup transformé. Il essaye aussi de vivre avec et de respirer avec la société autour et de pas être seulement tourné vers lui, mais au contraire de respirer avec son territoire. Et donc il a pris des formes diverses. Et aujourd'hui, donc je fais un petit arrêt sur image en 2023. C'est un cinéma, c'est aussi un lieu où on coordonne des dispositifs scolaires d'éducation aux images. Il y a une grosse histoire du jeune public et de tout ce qui est dispositif scolaire au café. Ça veut dire qu'on coordonne par exemple des options de cinéma dans différentes villes de Normandie, mais aussi le dispositif lycéen apprenti au cinéma, école et cinéma, et puis maternelle à partir de la rentrée. On a un café qu'on gère en direct depuis 6 ans, donc en format un peu restaurant. Donc ça veut dire que dans notre équipe, vous le verrez, il y a aussi cuisiniers, pâtissiers et serveurs. Et puis on a aussi, et ça c'est je pense la grande spécificité du lieu, une démarche de tiers-lieu, c'est-à-dire qu'on fait tiers-lieu. Je vous en dirai 2 mots aussi, avec des projets qui nous conduisent sur des champs qui ne sont pas toujours ceux attendus pour la salle de cinéma, qui vont de l'insertion professionnelle à la création de podcasts ou au groupement d'achat de produits agricoles. Voilà, donc quelques chiffres. Dans ce cinéma-là, il y a 3 écrans, donc on définit toujours une salle de cinéma par le nombre d'écrans. On y organise 6000 projections par an, donc vous voyez 89% art et essai. À peu près 500 films différents. Donc ça, c'est vraiment important à noter. Et vous le verrez tout à l'heure quand on présentera une grille sur une semaine. C'est beaucoup de films différents qui sont proposés aux spectateurs, spectatrices. Les événements aussi, on a un lieu un peu boulimique, il faut qu'on se calme un peu. On a 400 événements par an qu'on organise, dont 250 qui sont spécifiquement dédiés au cinéma. Les autres pouvant être des ateliers couture ou des cafés polyglottes, donc des choses qui débordent, ou des Repair Café qui débordent aussi le projet. Des invités, c'est un lieu qui est beaucoup aimé des cinéastes, qui ont toujours adoré venir rencontrer les publics. Et donc on reçoit à peu près 180 invités par an. Et parmi ces invités-là, on a 60 réalisateurs, réalisatrices. Et on travaille aussi beaucoup à faire venir des réalisateurs, réalisatrices qui viennent un peu du monde entier et des jeunes générations. C'est notre plaisir le plus grand. Spectateurs, usagers, ça c'est aussi une définition que j'aime bien faire en différence. Spectateurs, c'est environ 120 000 par an. Ceux-là, comme dans tous les cinémas, on les compte par les entrées qu'on vend.
Les usagers, c'est ceux qui fréquentent le lieu et parfois ils vont au ciné, parfois ils n'y vont pas. Et moi, je tiens beaucoup à ce qu'on valorise aussi cette fréquentation dans le lieu de vie. Ça veut dire c'est des gens qui viennent prendre un café, c'est des gens qui viennent faire réparer leur ordinateur, c'est des gens qui vont faire un atelier vélo ou passer voilà, juste par le lieu, se poser, faire leurs devoirs. Y a vraiment tout type d'usagers. L'heure, je l'ai dit, l'équipe, c'est 18 personnes, donc 11 qui travaillent vraiment sur la question de l'exploitation, une grande diversité de métiers, des projectionnistes aux gens qui font l'accueil, serveurs, un comptable, une secrétaire, des gens à la programmation, une chargée de com, dont le poste vient juste d'être ZDisé, voilà, qu'on tourne autour depuis 4-5 ans. Et puis un budget qui est à 1 600 000 € aussi parce qu'on gère plein de projets différents. Donc c'est pas tout sur l'exploitation, mais c'est voilà, l'ensemble de ce lieu multiple et hybride qui fonctionne avec ce budget-là. Et peut-être un élément aussi de référence pour ceux qui ne sont pas hyper familiers, c'est hors norme, c'est-à-dire qu'un cinéma de 3 écrans, normalement, il ferait plutôt travailler, je parle sous le contrôle des nombreux experts dans la salle, mais il fait plutôt travailler la moitié de cette équipe-là, c'est plutôt 8 personnes, voilà, et ce nombre d'entrées de 120 ou moins, on me fait signe moins, c'est moins. Et l'autre élément qui est aussi important, c'est parce que vous n'avez pas forcément tous les ordres de grandeur, 120 000, 130 000 entrées, c'est une très grosse performance pour un cinéma de cette configuration-là sur de l'art et essai. Donc voilà, ne faites pas des règles de 3 pour vous dire ça marche comme ça dans un cinéma en France, ce n'est pas ces ordres de grandeur. On présente juste le modèle qui marche nulle part. Spécificité de Hérouville, effectivement, qui est tout à fait remarquable. Déjà, le lieu de vie dont parle Lise, qui est un lieu donc, du coup, très au-delà même de la salle de cinéma, c'est un vrai lieu de vie à Hérouville. Il y a des endroits dans plein de villes de France où le cinéma est également un lieu de vie, on le dit de façon assez commune, j'ai envie de dire, mais c'est l'activité de ces lieux-là est principalement celle de projeter des films dans ces salles-là. Hérouville, c'est au-delà de ça. Ça tombe très bien parce que je vous le dis maintenant juste en 2 mots. Donc on vous avait promis Pénélope Cruz, elle est là sur le programme à droite dans la caisse d'Orange. Et en fait donc c'est un lieu où on expérimente beaucoup. Alors ça a été aussi, c'est historiquement porté parce qu'on a des soutiens publics qui nous ont permis de faire ces expérimentations. Et donc, qui nous amène à muter aussi, ça je vous le disais, donc ça c'est la complexité de ce projet. Et en fait, on travaille à faire tiers-lieu, c'est-à-dire vraiment à ce que de plus en plus ce soit les énergies et la programmation ne viennent plus seulement de la façon dont on va vous l'expliquer ce matin, mais qu'elles soient aussi à rebours et qu'elles viennent vraiment des habitants qui habitent autour et qui viennent. On essaye d'être ouvert à l'inattendu, on essaye d'accueillir et d'être hospitalier à tous les projets, toutes les envies, quelles qu'elles soient. Et donc, des fois, on se casse en 12 morceaux pour essayer d'accueillir des choses qui, par exemple, et je donne juste ce petit exemple d'un film qui était celui de Dominique Marché en 2018, qui s'appelle « Nul homme n'est une île », qui faisait le portrait de producteurs d'agrumes en Sicile qui sont absolument formidables et sur lesquels on a commandé des oranges avec les spectateurs sur l'avant-première. Et ce projet-là, en fait, il n'a pas fini. C'est-à-dire que ça a eu un tel succès, on a eu 4 tonnes sur la première commande, que les spectateurs ont dit non, mais il faut absolument qu'on monte un groupement d'achat solidaire. Et donc, on s'est lancé. Donc, on a fait pendant 2 ans un travail de structuration de comment on pourrait monter un groupement d'achat solidaire dans une salle de ciné. Et aujourd'hui, la saison, entre novembre et avril, on reçoit 7 commandes qui touchent 600 spectateurs. Et c'est à peu près 18 à 20 tonnes d'agrumes qui rentrent dans le cinéma et qui sont distribués sur 2 jours. Donc c'est assez génial parce que c'est une action culturelle qui continue, qui était partie d'un film et qui continue à travers le lieu et qui permet aussi de revenir sur ce film très régulièrement. Voilà. Et puis peut-être un autre petit mot sur le fait qu'on travaille cette question du cinéma monde. Aussi, du coup, les ouvertures aux langues. Et ça, le cinéma le permet merveilleusement bien. Aux langues, aux cultures, l'envie, c'est que chacun puisse se reconnaître dans la salle, que ce soit à l'écran, quelle que soit la génération qu'on soit, quelles que soient les origines culturelles qu'on ait, il faut qu'on trouve sa place, mais aussi les invités qu'on a,
les personnes qui travaillent dans le lieu, etc. Donc il y a tout ce travail aussi de mixité. Dans le sens de ce que dit Élise, il y avait hier soir Nadav Lapid, un metteur en scène israélien qui était invité par le festival et qui est un grand metteur en scène. Vous avez peut-être vu ce film qui s'appelle Synonyme, qui a eu l'Ours d'Or à Berlin il y a quelques années, ou Le Genou d'Aed, qui a eu le prix du jury à Cannes. Et quand je lui ai dit que demain matin je faisais cette intervention avec Élise, il connaissait la ville en province qu'il connaissait, était celle d'Élise, parce qu'il était allé présenter Le Genou d'Aed dans son festival, dans son cinéma il y a quelques années. Donc metteur en scène israélien qui est sur le point de faire son 3e film en Israël, qui vient de boucler son financement et qui reviendra en partie avec la France. Ça, c'est quand même la chance de la production du système de production français, mais qui reviendra à Hérouville. Je te laisse le micro. D'accord. Ben voilà. Et donc, effectivement, je crois qu'on est dans cet échange. Ah non, tu avais encore... tu reviendras dessus tout à l'heure. Juste un élément qui est un peu intéressant dans cet échange ce matin, c'est qu'on est un peu dans le grand écart, c'est-à-dire qu'entre les tonnes d'agrumes et les nombreux spectateurs et ce tiers-lieu, et puis ce que tu vas nous décrire, Thierry, de manière assez... comme un professionnel du marketing et de la distribution, comment au niveau national on délivre et on lance un film. C'est, je ne résiste pas à la tarte à la crème de la citation presque éculée de Malraux qui disait que le cinéma est un art, mais qui est également une industrie. Là, on est vraiment en plein dedans et Thierry nous a proposé ce matin de se focaliser sur une étude de cas spécifique qui va nous servir de trame. On va pouvoir, à partir de cette étude de cas, parler d'autres films et continuer l'échange. Mais c'est le plus gros film chez Élise depuis le début de l'année. Et en même temps, c'est aussi un film que vous avez trouvé dans des salles très grand public. J'espère que vous ne l'avez pas vu. Si vous ne l'avez pas vu, la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de le voir dans pas mal de salles. Vous l'avez vu surtout. Moi, je pense que vous l'avez surtout vu plusieurs fois. Je vais me lever parce que pour les slides, c'est plus facile. The floor is yours. Par rapport à ce que... Alors, je crois qu'on m'a dit de me mettre ici. Par rapport à ce que disait Élise, ce qui est vrai, c'est que, vous l'avez compris, donc il y a en gros 3 types de distributeurs en France. Les distributeurs indépendants, les majors européennes, qui sont françaises principalement, mais que sont donc Studio Canal que je représente, ou Gaumont, ou Pathé, ou UGC, et les majors américaines. Les majors américaines, c'est Paramount, Sony, tout ce que vous voulez. Nous, principalement, ce qui est vrai, c'est que les films que l'on sort, c'est plutôt des films qui ne sortent pas tant que ça dans le type de salle dont Élise vous a parlé. Nous, notre travail, c'est de faire, quand je vous ai mis les entrées que l'on faisait, si on réalise ces entrées, c'est parce que principalement, les films que l'on distribue sortent dans les multiplex de manière nationale. Les multiplex, pour ceux qui sont ici dans cette région, ça veut dire que les films sortent à la fois au CGR de Bayonne ou à Montciné à Anglette, mais pas toujours au Royal et de temps en temps à Saint-Jean-de-Luz. Le film là dont je vais vous parler, c'est parce que dans la typologie de films que l'on sort tous les ans, ça fait partie donc de la spécificité, si vous voulez, de Studio Canal, on a des films qui sont des films assez ambitieux. On peut appeler ça des films d'auteur, mais qui sont des films, on va peut-être souvent employer ce terme-là, des films d'auteur porteurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire, un film d'auteur porteur. Un film d'auteur porteur, ça veut dire que c'est un film d'auteur, mais qui a marché. Mais avant de le faire, on ne peut pas savoir qu'il va marcher comme il va marcher. Donc là, ce que je vais vous expliquer, c'est ce que nous, on a fait en distribution pour faire en sorte que ce film-là marche le mieux possible. Ce qui est vrai, c'est qu'un distributeur comme nous, ou comme les distributeurs qui ont davantage de moyens, peut permettre à ce genre de film d'exister davantage que s'il était sorti par un distributeur indépendant. C'est indéniable, il y a un coût pour avoir accès à un film, mais il y a un coût pour sortir ce film-là également au cinéma. Donc là, ce que je voulais vous donner comme exemple, et du coup c'était pour échanger ensuite avec Élise sur la manière dont elle, de son côté, a exploité ce film-là en salle de cinéma, je vais en gros vous expliquer, mais je vais aller un peu vite parce que sinon ça va il faut aller très vite parce que tu as beaucoup de slides. La date de sortie d'un film, ça c'est la chose cruciale, c'est que quand vous voyez un film, c'est quelle est la date propice pour mettre ce film-là à disposition des gens. Il y a plusieurs événements qui rentrent en ligne de compte. La concurrence, puisqu'il y a des films qui sont déjà datés dans les line-up, principalement les films américains, puisque ceux-ci prennent des dates très très en amont. Si vous allez justement sur Allociné, vous pouvez voir qu'il y a à peu près déjà 16 films américains datés en 2026. Ils n'ont pas tous de titre encore. Il y a marqué Untitled Disney Film, Untitled Warner Bros. Movie, mais on ne sait pas ce que sont ces films-là. Mais en tout cas, ils ont déjà pris date. Nous, en tout cas, on doit, au milieu de ça, surfer sur des dates qui nous semblent les plus propices à ce film-là. En 2 mots, comment on a choisi le 29 mars ? On a vu ce film à peu près en novembre ou en décembre de l'année dernière. C'est poser la question, quand un film français est fort et réussi, il y a un événement et un festival
qui fait un peu concurrence à Biarritz, j'ai envie de dire, qui est le Festival de Cannes. Et du coup, on s'est dit, est-ce que ce film-là est un film pour le Festival de Cannes ou pas? Ça a été une longue discussion. Jeanne Herry, la réalisatrice qui d'ailleurs est ici, que vous allez voir demain dans une rencontre qu'elle fait avec le producteur de ce film, avec Hugo Sélignac, avait envie. Elle n'est jamais allée au Festival de Cannes, encore avec aucun de ses films. On avait présenté Pupille, qui avait été refusé. Ça n'a pas empêché Pupille de très très bien marcher en 2018, mais c'est posé la question du Festival de Cannes. Pour X raisons qui sont trop longues à développer là, on s'est dit qu'on n'allait pas tenter le Festival de Cannes et qu'on allait sortir en amont de ce festival. Donc ça veut dire qu'il a fallu sortir ce film un peu plus vite, je pense, que ce qu'on aurait pu le sortir en fait en préambule. Et à partir de là, c'est un film à la vue de la cible qui est celui-ci, et on va en parler un petit peu après. La date du 29 mars était une date importante parce qu'on était en amont des vacances de Pâques qui s'étalent, vous savez, on a chacun 2 semaines de vacances par région, et donc elles s'étalent sur 4 semaines. C'est de manière générale les vacances, que ce soit février, que ce soit Pâques, que ce soit Noël, que ce soit Toussaint, des périodes de très très forte fréquentation, parce que tout simplement les gens ont davantage de temps, les gens prennent des jours de congé, et donc non seulement les séances du soir il y a du monde, mais également l'après-midi. Mais cependant, à la vue de la cible de ce film-là, on n'avait pas un film qui était suffisamment puissant, entre guillemets, pour sortir face à un Super Mario qui allait faire X séances dans les multiplex dont parlait Julien tout à l'heure, ou face aux Mousquetaires, qui était le gros film français attendu parce que très cher, parce que gros cast, etc. On s'est dit, nous, on va prendre un petit peu d'avance, et donc sortir juste avant en fait, les Mousquetaires pour occuper le terrain. On avait confiance en notre film. C'est important, en fait. Tout ce que je vous racontais là, c'est aussi parce qu'on savait que le film était bien. On ne savait pas qu'il allait aller aussi loin que ce qu'il a été en termes d'entrée, mais on savait que ce film était réussi. Et donc, on savait qu'on avait un atout énorme qui était celui de la... C'est vrai que ce qui est important de dire, c'est que tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait dépend quand même de la qualité que l'on a des films à exploiter ou à distribuer. Ce film-là était fondamentalement un film très réussi, et on savait que si on sortait, on avait en fait une puissance de feu suffisamment importante pour exister sur la première semaine d'exploitation, qui, malgré l'arrivée de ces blockbusters américains qui arrivaient dans les semaines à venir, que ce soit Donjons et Dragons, Super Mario, je l'ai dit, Les Mousquetaires ou autres, on avait en fait une durée d'existence. Et on le verra ensuite dans une slide que Julien a préparée pour vous montrer en fait la carrière et la durée de ce film-là. Parce qu'en fait, c'est ça qui permet aujourd'hui à des films de marcher. C'est non seulement la puissance marketing de lancement qui fait que nous tous, on est au courant de ces films-là, mais le temps d'exploitation de ceci en salle de cinéma qui nous permet non pas de se précipiter pour aller voir ce film-là dès la première ou la deuxième semaine, mais parce qu'au détour d'un dîner ou d'une sortie scolaire, de je ne sais quoi, on a entendu parler, putain, j'ai pas encore vu ce film, c'est vrai qu'il faut que j'y aille, mais encore faut-il avoir la possibilité d'aller voir ce film dans une salle qu'il a encore à l'affiche. Je verrai sur vos visages, je fais partie de ces quelques films qui ne sont pas des blockbusters américains ou français, qui ont une durée d'existence beaucoup plus longue. C'est des films qui ont des jambes, en fait, comme on dit. Je vais aller très vite sur le casting pour ceux qui ont vu le film ou pas. En tout cas, on avait quand même des atouts qui étaient en fait certains de ces acteurs qui sont très connus. On parle à la fois effectivement de diversité avec les personnages de Dali qui, je crois, est dans le jury. Oui. C'est ça, il est dans le jury du festival, Dali, cette année. Et puis des acteurs extrêmement identifiés de tous âges, que ce soit Miu Miu, vous voyez, ou Adèle Exarchopoulos, qui se permet de s'adresser à des cibles extrêmement différentes. Je vais aller très vite sur le synopsis. Qui a vu le film dans cette salle? Bon, tout le monde. Je vais aller sur le synopsis. Donc, je vous le disais, pour choisir la date de sortie, il y a un truc très important, donc, qui est l'environnement de sortie. Donc, je vais aller très vite là-dessus, puisque j'en ai déjà parlé. Quand je vous parlais du 29 mars, vous voyez en fait tous les films qu'il y avait avant, tous les films qu'il y avait après. Et il y a un film en fait auparavant qu'on avait identifié comme un film qui pouvait marcher, et notamment sur la cible de notre film, et j'y viendrai un petit peu après, c'est Sur les chemins noirs. Le film adapté du roman de Tesson. Non pas que ce film-là était un film dit d'auteur, mais il y avait quelque chose, il y a quelque chose dans le cinéma français qui fonctionne assez souvent, il faut dire la vérité. Je vais employer le mot presque de patrimonial. C'est des films en fait qui voyagent à travers la France dans sa globalité. Et ces films-là ont une vraie audience un peu plus âgée que celle des gens qui sont dans cette salle ce matin. Mais cependant, c'est des... Bonjour Chavi Garat. Et ce sont en tout cas des films qui plaisent beaucoup et qui en général sont des films Et peut-être juste, je vais t'interrompre un instant, tu peux revenir sur la slide précédente parce que c'est peut-être intéressant. Je parlais de grand écart. Tous ces films-là sont probablement, dans leur immense majorité, pas du tout ce qui passait au Café des Images. Donc en fait, on a quand même juste 2 métiers qui sont très différents. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, il y a combien de films qui sortent chaque année ? 600, voilà. Donc répartis sur 52 semaines. Donc si mes calculs sont exacts, ça fait une dizaine de films par semaine. Et donc en national,
la capacité à mémoriser des films qui vont sortir dans tous les cinémas est hyper limitée. Et donc il y a d'un côté ces grands films qui vont pouvoir émerger au niveau national, et puis il y a le travail local de ce que tu vas faire toi sur des films qui, dans leur majorité, sont des films qui n'ont pas cette existence au niveau national et que vous allez faire exister dans un ensemble de cinéma. Oui, avec quand même, alors avec 3 écrans, ça c'est là que c'est la question difficile, il nous en manque un peu, mais à peu près l'accueil de 3-4 films en sortie nationale. Donc dans cette liste-là, il y avait Ouria, il y avait Voyage en Italie, il y avait C'est mon homme, il y avait Je verrai Le toujours bleu vos du visages. Caftan, évidemment, Je verrai toujours vos visages. Dalvanon, il était... Alors, on est une ville un peu particulière, je vous le dirai aussi. On partage. Non, il n'était pas chez nous. Voilà. Et non, c'est... non, Je verrai toujours vos visages, ouais. Mais je vous montrerai... Tu veux que je le montre maintenant, peut-être, la slide de ce qu'il y avait cette semaine-là, justement? C'est toi qui as faut remonter de quelques slides. On remonte en arrière. Et après, on déroulera parce qu'il y a quelques slides qui suivent derrière, mais c'est intéressant de... Encore un. Voilà. Ça, c'est la programmation, justement, de la semaine de sortie. Donc, Je verrai toujours vos visages. Vous voyez qu'il occupe l'écran et l'espace, puisqu'il a 3 séances par jour. Donc, on a été bons élèves avec Studio Canal. Hein. On a rempli le contrat. Voilà. Et ça, c'est la première semaine. J'ai vérifié les chiffres. La deuxième semaine, on est toujours à 21 séances. La troisième, on était à 14. Et la quatrième, on était à 7. Donc, c'est vraiment assez exemplaire pour le coup des demandes auxquelles on peut répondre sur ce genre de film. Par contre, en cinquième, on aurait aimé le garder. Et la difficulté, c'est qu'à un moment, on doit faire rentrer d'autres films qu'on a 3 écrans et qu'on ne peut pas le garder. Donc après, il faut imaginer des reprises un peu plus tard, etc. Mais je voulais dire aussi une chose, rebondir sur, tu as parlé de films porteurs. Il faut savoir que ces films porteurs-là, comme Je verrai toujours vos visages, pour une salle comme la nôtre, qui fonctionne aussi avec une dimension économique importante, et ben en fait, il y en a besoin de 5 dans l'année pour permettre à l'ensemble de l'économie du lieu de se maintenir. Donc c'est vraiment des enjeux hyper fondamentaux. Ces 5-là, il ne faut pas les louper, quoi. Voilà. Et donc les films qu'on avait, vous voyez quand même la diversité. Les événements, c'est ceux qu'on va voir en cadre de couleurs. Donc on avait aussi bien... Alors le week-end juste avant, on avait fait un week-end entier consacré aux femmes iraniennes. Autour du film, autour de la sortie du film Cet hiver à Téhéran. Là, on a un événement par soir. Donc, la semaine d'après, on accueille le festival, un festival qui s'appelle Six Cinéma, qui est un festival qu'on fait en collaboration avec Beaubourg, avec les étudiants en école d'art. Donc voilà, donc on n'a pas beaucoup d'espace à ce moment-là. Nous, c'est une période super chargée. Et pour autant, on sait l'enjeu de faire la place pour un film comme celui-ci. On avait Le gamin au vélo. Pourquoi on le retrouve ? C'est qu'on a un cycle d'Ardennes qui commence parce que les frères Dardenne déposent leurs archives à Caen. Et donc, on entame un cycle. Il y avait une journée d'études à la fac, donc c'est des choses qu'on ne peut pas décaler. C'est le 29 mars. We Are Coming, c'est un film. Il n'y a tellement pas de place cette semaine-là qu'on en fait une séance unique, événementialisée, avec une asso, et qu'on ne reverra pas ensuite dans la programmation. Donc ça, c'est des choses qu'on n'aime pas du tout faire, mais qui parfois sont contraintes. Voilà. Et puis ensuite, on avait une séance The Host à l'Amphidore que tu connais. Donc on occupe aussi les mardis soirs, en lien avec l'autre cinéma de la ville, un amphi équipé en salle de cinéma à Caen, dans l'université. Donc ça, c'est une spécificité. Et donc il y avait une rencontre autour du film. Et puis on a Jeune Juliette, qui est un film au dispositif collège au cinéma, sur lequel on fait le soir, là, une rencontre où les élèves des collèges vont présenter le film à leurs parents. Donc une rencontre ouverte au public. Donc je trouve qu'une semaine comme ça dit bien un peu le genre de travail que fait une salle comme la nôtre. C'est à la fois très unique, singulier. Il y a quelques salles emblématiques comme en France qui ont ce type de programmation aussi large, mais c'est quand même très atypique. Non, ce qui est atypique, c'est la manière dont travaille oui. mais cependant, beaucoup de salles qui n'ont que 3 à 5 écrans en France travaillent de la sorte sur la programmation même. C'est-à-dire que doivent naviguer entre des distributeurs qui ont une exigence sur la manière dont les films vont être exploités, d'où les nombres de séances qu'il y a sur Je verrai toujours vos visages
mais c'est une négociation, parce qu'en fait, si Élise a programmé le film sur 3 séances par jour, c'est parce que chez moi, mon équipe a demandé à ce qu'il soit au maximum projeté, mais aussi elle croyait à ce film-là, c'est-à-dire que c'est un dialogue. Il ne s'agit pas d'imposer un film de la sorte sans se dire, si jamais on avait pensé que le film allait faire 200 000 entrées, les gens ne sont pas débiles, dans la négociation se décide en tout cas le nombre de séances. Mais ce que vous pouvez voir par rapport à la slide que je vous ai montré avant et l'environnement de sortie du film, c'est que par rapport, je sais pas, il devait y avoir à peu près 10 films par semaine avant et après. En fait, Hérouville, comme beaucoup de salles de cinéma en France, de salles notamment art et essai, ont pu programmer uniquement une partie de ces films-là et dans un nombre de séances limité, eu égard au nombre de films très très important qui sort. Alors le temps que tu reviennes à la slide où tu en étais, je précise juste que... Une question ? Mais bien sûr. Je veux bien, je ne sais pas si on entend, je m'en fous. Simplement, quand même, il faut être réaliste. Les distributeurs, je ne sais pas s'ils négocient beaucoup, mais quand vous avez une salle mono-écran et qu'on vous dit vous passerez le film 8 fois, je veux dire, ils tuent la diversité. Et ça, c'est une problématique que vous évacuez totalement et qui est regrettable. Alors c'est intéressant, merci de cette intervention. Ce qui est intéressant, c'est juste de se dire que dans cet échange qu'on a là, où il y a une collaboration constante entre exploitants et distributeurs, elle n'est pas exempte de tensions parfois qui peuvent exister. Alors les mono-écrans, c'est intéressant ce que vous dites monsieur, parce que les mono-écrans, c'est la moitié des salles de cinéma en France. Donc c'est vrai que sur le parc de 4500 à 5000 salles qu'il y a en France, la moitié de ces salles, qui sont des salles souvent en milieu rural, sont des mono-écrans. Ce qui est vrai, c'est que les exigences dont vous parlez sont principalement liées à des films, mais principalement américains, qui sortent sur énormément d'écrans. Il ne s'agit pas du tout d'un film comme Je verrai sur vos visages, même pas comme un film sur alibi.com pour parler de gros films que l'on a pu sortir nous, mais des films comme on peut voir ici, voilà, Donjons et Dragons, même Les Mousquetaires, probablement, je n'en sais rien. En tout cas, ce genre de films qui sortent sur à minima, on va dire entre 700 et 800 écrans, donc qui servent beaucoup déjà de mono-écran parmi leurs plans de sortie et ont des exigences de sortie, effectivement, pour faire en sorte que ces films-là soient exploités au mieux et pour que, alors je vais dire une phrase qu'on ne peut plus dire maintenant, que la copie soit rentabilisée, c'est pas vrai, puisqu'on ne paye même plus les copies à présent, puisque les salles ont toutes été équipées en numérique. Mais ce qui est vrai, c'est que les tensions dont vous parlez correspondent à une certaine typologie de film. Mais pardon, quand on a un mono-écran et qu'on est le distributeur de Dalva, personne ne demande d'avoir 8 séances dans la semaine et libre à vous de programmer Dalva comme vous le souhaitez. Et cette négociation, pour ceux qui ne connaissent pas le secteur, elle se passe tous les lundis par téléphone, par mail. Et c'est assez intéressant, c'est que c'est quand même une grosse industrie au niveau mondial et partout dans le monde, et spécifiquement en France. Ça se passe de manière informelle, c'est-à-dire qu'on ne signe pas un contrat toutes les semaines, on se tape dans la main toutes les semaines. Exactement. Virtuellement. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on parle des mono-écrans, je vous le disais, qui font en fait la moitié des écrans de cinéma, mais qui font moins de 5% des entrées France quand même aussi. Donc et à propos de moins de 5%, tu es à moins de 5% de tes slides, il va falloir qu'on avance. Moi, je veux rebondir parce qu'il y a aussi un autre enjeu qui est celui de la concurrence dans la même ville. On a une ville où il y a 2 cinémas ASC assez équivalents en termes d'entrée, etc. Et puis, il y a un gros pâté avec 10 écrans et un UGC avec 12. Et donc, ce film-là, il est sorti sur 3 copies. Et là, nous, par contre, les discussions et le message que je me permets de faire passer à Thierry ce matin, c'est que c'est bien dommage qu'il soit sorti sur autant de copies. Il est sorti donc Pâté, UGC et Café des Images. Et donc, nous, on aimerait bien que ça sorte sur 2. C'est incroyable qu'on arrive à vous faire découvrir la réalité du travail et de la collaboration quotidienne des exploitants et distributeurs, même sur scène. Il faut qu'on avance, Thierry, c'est parti. Et alors, s'il était sorti que sur 2, comme il était arrêté au bout de la 5e semaine, heureusement, il a tenu dans les salles qui ont plus de salles, il a tenu beaucoup plus longtemps, en fait. Donc, alors, Thierry. Ça sert aussi à ça. Je vais aller très vite. Comment en fait on travaille sur un film et à quoi on pense pour travailler sur un film? On a pris en fait on fait ce qui s'appelle des comparables. On regarde en fait les carrières des films auxquels on peut comparer le film auquel on a affaire, comment ils sont sortis, comment en parler avec Élise et avec Monsieur sur le nombre de copies. Vous voyez par exemple Grâce à Dieu qui sort sur 288 copies. Très concrètement, je pense qu'il y a peu de mono-écrans qui ont sorti Grâce à Dieu en sortie nationale. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense que vous avez dû attendre pas mal, malheureusement, avant d'avoir accès à ce film dans votre... Sachant qu'un très gros blockbuster, c'est 800 copies. Vous ayez l'ordre de grandeur. En tout cas, par rapport au sujet en tout cas, auquel le film, sur lequel le film parlait, on a pensé à ces films-là. On a également regardé, puisqu'on a parlé malheureusement du Covid,
parce que la manière dont les gens fréquentent le cinéma et les films qu'ils sont allés voir depuis la réouverture des salles est quand même en train de changer. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler ou pas, mais en tout cas, on a voulu comparer. Et si vous regardez en tout cas les entrées de ces films-là, qui sont tous des films pré-Covid, qui ont fait grosso modo entre 2,4 millions et 900 000 entrées, et les films depuis la réouverture des salles qui sont sortis, chacun à son niveau, a été un gros succès en salle de cinéma. C'est-à-dire que ce soit le film de Carrère, que ce soit le film de Thierry, comment ça s'appelle, de Peretti, de Le Brisé ou le film de Tellier, tous ces films-là, dans l'économie qui est celle de ces films-là, a fonctionné. C'est-à-dire que Élise, qui a programmé ces films-là dans son cinéma, ou quasiment tout cela, en tout cas, ont fonctionné comme il faut. Mais vous voyez bien qu'on a un niveau d'entrée inférieur à celui de la slide précédente. On est obligé de prendre en compte, du coup, dans les films que l'on a à sortir, la manière dont nous, tous, spectateurs, consommons le cinéma aujourd'hui depuis la réouverture des salles. On voit bien que sur l'exigence d'un sujet, il y a une curiosité et il y a une envie de se dépasser pour aller voir ces films-là qui s'est amoindrie avec le temps. Je ne dis pas qu'elle ne va pas revenir, c'est à nous tous, exploitants, distributeurs, de chercher à faire en sorte de proposer ces films-là au grand public, mais cependant, les exploitants qui sont ici dans cette salle le savent, il y a quand même une difficulté à faire venir les gens au cinéma sur des sujets plus ou moins exigeants. On a mis là, comme le film avait quand même, pour ceux qui l'ont vu, oui, tout le monde l'a vu, remarque, le côté sur la justice. Alors, c'est important parce que c'est vrai que les films qu'on a mis là, et on avait fait exprès, on a mis à la fois des films de distributeurs indépendants, que sont donc Memento, Le Pacte ou Losange, et une grosse majeure américaine qui a sorti ce film qui s'appelle She Said, que j'ai même pas vu d'ailleurs. Voilà typiquement le genre de film où je me suis dit, tiens, le sujet est intéressant. Vous savez, c'est comment est née l'affaire MeToo en Amérique. Et ce film-là, je n'ai pas eu le temps d'aller le voir au cinéma. On voit un film qui a été très exposé, 331 copies, mais je pense que si on regarde dans la slide que tu nous as préparée, Julien, la manière dont ce film a été la carrière en salle de cinéma, pour faire 100 000 entrées, il est resté 2 semaines en fait uniquement à l'affiche. Et à côté de ça, un film sorti par Gauban, alors adapté d'un roman de Karine Thuil, mais qui n'a pas trouvé son sujet. Le film était assez sombre quand même. D'autres sorties en fait qui elles ont très bien marché également depuis la réouverture des salles, et toujours pareil, donc en réfléchissant à ce qu'on pouvait faire sur le film de Jeanne Herry, on a pensé à ces films qui sont des films, vous voyez, par rapport à ce que je vous disais, est-ce qu'on va à Cannes, est-ce qu'on ne va pas à Cannes, sur ces 4 films-là, 3 ont été présentés à Cannes. La Nuit du 12, Asbestas, Revoir Paris était sélectionné au Festival de Cannes. Les Enfants des autres a été pris au Festival de Venise. Nous, on s'est dit, on a d'autres atouts avec ce film-là que celui d'un grand festival, et on va essayer de faire au moins aussi bien qu'eux, voire mieux. Et là, vous voyez donc les entrées que ces films-là ont réalisées. Alors ça, c'était le total des entrées. Je crois que c'est même avec les Césars que le film a eu après. Alors, quand on a un film comme Je verrai toujours vos visages, au-delà du sujet même, dès qu'on parle de ce principe de la justice restaurative, ce de quoi parlait le film, il fallait tout faire pour ne pas donner le sentiment que ce film-là était un film documentaire, ni un film dont la voix off était faite par Adèle Exarchopoulos ou Gilles Lelouch. Donc il fallait toujours trouver un juste équilibre, ce qu'on vous a mis ici en gras, entre l'ancrage dans le réel et la dimension universelle du film. Qu'est-ce que ça veut dire la dimension universelle d'un film ? C'est à partir du moment où ce film-là touche les gens. Il touche à une corde en fait très sensible qu'on a tous en nous, qui est celle en fait d'un film qui nous plaît et d'un film du coup pour lequel on a envie d'en parler après en sortant. Cette touche, la dimension universelle d'un film, quel que soit le sujet. Là, je vous parle d'un sujet qui est assez difficile, qu'on ne connaissait pas, avec lequel on peut ne pas être d'accord. C'est ça d'ailleurs qui est intéressant, mais cependant, l'émotion qui se dégageait de ce film-là, et on l'a tous eu la première fois qu'on l'a vu, ou même toutes les fois où on l'a vu, puisque je vous passe le nombre de fois où on a dû voir les différents montages de ce film-là, c'est cette corde-là, en tout cas, où on s'est dit qu'il y avait de quoi alpaguer, j'ai envie de dire, le plus grand nombre. Donc notre axe principal, c'est celui dont je vous parlais, l'universalité, l'émotion, l'humanisme et l'optimisme. Et il fallait, parce que c'est ça qui est passionnant et c'est ça qui est à faire justement avec les exploitants et avec les salles de cinéma, c'est comment faire en sorte en fait de faire de ce sujet-là à la fois un document, d'instruire les gens et de leur apprendre ce qu'était le film. Et ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas tant de films. Il y a beaucoup de films avec des sujets difficiles, qui sont souvent des films d'auteurs qui sortent sur peu de copies, des films assez ardus, desquels la presse n'a pas toujours le temps de parler comme il faut, desquels les salles de cinéma n'ont pas le temps d'exploiter comme il se doit. Celui-là, il fallait lui donner la possibilité d'être encadré, si vous voulez, au maximum. Alors un film, c'est un positionnement, c'est une cible. Le positionnement, donc, on sortait en fait de Pupille, donc on avait de la donnée sur qui étaient les spectateurs qui étaient allés voir Pupille, qui étaient les gens qui avaient vu ce film-là, qui sont ceux qui ne l'avaient pas vu au cinéma et qui l'avaient vu ensuite à la télévision, puisque le film, dès qu'il est passé, a extrêmement bien marché sur France Télévisions.
Le film avait été très bien vendu en DVD, en VOD, qui est la partie dont je m'occupe aussi, qui n'est pas du tout celle de ce festival, mais en tout cas en VOD, ce film-là avait très très bien marché. Bref, il y avait des données que l'on avait. Et on savait que Jeanne Herry était en fait devenait, et ça c'est assez formidable pour une réalisatrice, devenue une espèce de marque de fabrique. Un grand auteur, un grand metteur en scène français, reconnu comme tel. Ce qui est vrai, c'est que dans la manière aujourd'hui dont les films sont défendus, pour avoir accès à une visibilité maximale, il aurait été très difficile de faire marcher ce film s'il n'y avait eu que des acteurs inconnus autour de la table ou sur la ligne narrative qui est celle de Adèle et Élodie. Il faut, pour qu'un film puisse exister, et même pour qu'une salle ait envie de le projeter, il faut qu'il ait une visibilité maximale. Cette visibilité, elle passe par les médias, la télévision, la radio, Internet, la presse écrite, qui existe encore quand même, mais cependant, ces gens-là sont des gens en fait comme nous et ont d'abord envie de mettre en avant des gens qu'ils connaissent ou de rencontrer. Donc il y a tout un planning qu'on a essayé de faire. Et Dieu merci, en fait, le film, les journalistes avaient envie de rencontrer ces acteurs, mais principalement, ce qui est vrai, on ne peut rien faire contre ça, par nature, il y a eu davantage de demandes pour Gilles Lelouch et Leïla Bekti que pour Biran Ba, par exemple, qui est pourtant un immense acteur de la comédie française, mais qui n'est pas connu. Biran a fait très peu de cinéma, il a fait un peu de télévision, c'est un grand acteur de théâtre, et voilà, donc c'est quand même, si vous voulez, la manière dont le film a été construit entre acteurs connus et inconnus, a permis au film d'avoir cette visibilité dont je vous parlais. La cible principale, alors on n'est pas du tout dans le cadre de ce festival, parce que ce qui est vrai, c'est que la cible principale auquel on s'adresse quand on a un film français aujourd'hui, ce sont les plus de 50 ans. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui vont le plus au cinéma voir ces films-là. Pour ceux qui seront là cet après-midi, on parlera un petit peu des films que vont voir les 15-25, mais ce qui est vrai, toute typologie de films, que ce soit les films familiaux, que ce soit même une comédie de Danny Boone, ce sont d'abord les plus de 50 ans qui vont voir un film français en salle de cinéma. Ça vient des sujets qui sont traités, ça vient des acteurs qui interprètent ces rôles-là. En tout cas, c'est d'abord ceux-ci qui viennent. Ensuite, de par les sujets, on a les habitués du cinéma, c'est vrai que les gens qui viennent au cinéma à minima une fois par mois. Et ce qui est vrai, par rapport à ce que vous disiez, monsieur, c'est quand même d'abord Paris et les grandes villes qui sont les premiers. C'est quelque chose presque de démographique, j'ai envie de dire, et de sociologique. Ce sont d'abord en fait les grandes villes qui sont d'abord au courant et qui consomment d'abord de la culture. Il faut qu'on fasse en sorte que la culture arrive petit à petit. Alors certains le font de manière un peu populiste, j'ai envie de dire, donc il faut faire attention à ça quand même, mais d'arriver dans une ruralité au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, et supprime notamment des subventions dans des festivals très importants pour faire en sorte que, soi-disant, cette subvention aille dans les toutes petites villes. C'est pas de ça dont il faut qu'on parle ce matin, mais cependant, je pense que ce qui est vrai, c'est de se dire que dans la manière dont les gens fréquentent et consomment du cinéma, c'est d'abord sur ce genre d'agglomération que l'on va. Ça, je vais aller très vite là-dessus. Les enjeux de distribution, il fallait donner envie, je vous l'ai dit. On voulait en faire un film à grand succès critique et même aller au-delà. Il y avait un biais féminin, ça c'est aussi important, et je pense que Élise le voit dans ses salles. C'est vrai que dès qu'il y a un sujet qui est davantage social que les autres, tu peux peut-être en parler maintenant, Élise, c'est vrai que c'est d'abord les femmes qui sont surreprésentées dans la fréquentation de ces films-là. Oui, alors moi, c'est vrai que je fais aussi très attention dans la programmation. Il y a aussi une ligne éditoriale qu'on a dans une salle. Et la ligne éditoriale chez nous, c'est la jeunesse et la place des femmes, la place des minorités, la place du monde. Donc effectivement, le film était pas forcément pour nous. Alors, il répond aux critères réalisatrices. Il répond parce que je fais un comptage aussi assez précis du nombre de films et du nombre d'invités qu'on a. L'année dernière, on a plus d'invités femmes que d'invités hommes, je vous le dis. On n'en est pas encore là pour les films, mais on avance. Et puis, on est sur un sujet social. Et alors ça, c'est très fort dans une salle comme la nôtre où on a un public extrêmement engagé sur les questions sociales. C'est toujours des films sociaux qui arrivent dans la tête dans le trio de tête du box-office de l'année. Et je pense que Je verrai toujours vos visages va être un de ces films-là. Tu as montré Ouistreham. Alors je vais en dire juste un tout petit mot. Peut-être tu peux me mettre le slide Touk. Le deuxième que j'avais, sur ce qu'on peut faire autour d'un film. Ouistreham, c'est à 10 km d'Hérouville, donc forcément, on ne pouvait pas louper le coche. Voilà. C'est quelles sont les possibilités pour accompagner un film. Donc, il y a l'action culturelle. Donc là, je vous dis en 2 mots. Sur un film comme Ouistreham, on a fait une avant-première avec Emmanuel Carrère, 620 personnes dans l'amphi, justement, d'Or, un dimanche.
très longtemps avant la sortie du film, en octobre, pour un film qui sortait en janvier. Puis on a fait une autre avant-première, là, avec une fondation d'entreprise dont le dirigeant est un fervent défenseur de la transformation des métiers de l'entretien au sein des entreprises. Donc il avait invité 450 personnes et les actrices sont hérouvillaises, à part Juliette Binoche. et donc, en fait, en permanence, elles sont venues rencontrer des groupes, discuter, prendre des cafés après des projets l'après-midi avec des mamans, avec différents groupes de la ville. Donc ça, c'est vraiment le genre de choses qu'on aime à faire sur le long cours. Et là, on a fait une dernière séance encore au moment des Césars, puisque l'actrice Hélène Lambert, qui est cette actrice non professionnelle, qui a quand même explosé à l'écran sur ce film-là, était shortlistée pour éventuellement pouvoir avoir le César. Et donc, on lui a fait une soirée d'hommage et on a refait une salle complète de 115 personnes. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on peut faire sur l'action culturelle autour d'un film. La communication, on s'appuie beaucoup sur ce que produisent les distributeurs, que ce soit sur les réseaux, sur les affiches, évidemment, les affiches qu'on met à la fois dans nos lieux, à l'intérieur, à l'extérieur et dans toute la ville. Les newsletters qu'on construit, qu'on essaye d'utiliser au maximum. Et puis aussi les réseaux sociaux, évidemment. Et là, c'est très important d'avoir aussi les matériels des distributeurs parce que ceux-là, on ne peut absolument pas les produire. Et ensuite, moi, je crois aussi très fortement qu'une salle de cinéma, c'est un lieu de diffusion, mais ça doit être aussi un lieu de création. Donc, on essaye aussi de créer des contenus natifs autour des films et qui vont être, par exemple, on a une émission de podcast régulière faite par des jeunes qui s'appelle « Ramène tes potes au Cinoche ». C'est eux qui ont décidé du titre, de la ligne, etc. Vous pouvez les écouter sur notre site. C'est des super émissions. Ils se lancent dans des thématiques, les animaux au cinéma, la diversité culturelle au cinéma. Là, ils ont parlé d'écologie au cinéma. Enfin, voilà, ils ont vraiment cette carte blanche pour le faire. Et donc, c'est des moyens qu'on a aussi d'accompagner les films. Je vous ai mis une photo de la page Instagram pour montrer aussi des petits visuels qu'on produit ou qu'on réutilise, ou des bandes annonces qui nous viennent des distributeurs. Donc il y a un mélange comme ça de contenu distributeur et de ceux qu'on développe sur place. Et je pense que pendant que Thierry retrouve sa slide, juste un élément pour mettre aussi en perspective, c'est que on est en train de vraiment faire une étude de cas sur un gros succès français. La vie des cinémas, elle est faite aussi d'une multitude de films qui n'ont pas ce succès-là et qui n'ont pas vocation presque à avoir ce succès-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, donc c'est deux mondes qui coexistent et voire même sont antinomiques. Mais l'un rend possible l'autre et l'autre rend possible le premier. Il y a quelque chose de très vertueux et de très unique dans le système français, qui est que le million d'entrées, le 1 100 000 d'entrées de Je verrai toujours vos visages, ou même la dizaine de millions d'entrées ou 14 millions d'entrées d'Avatar, vient aussi contribuer au financement de tous les petits films qui n'auront jamais cet immense public et que tous les cinémas d'art et d'essai font vivre. Donc juste pour dire, on a un billet particulier qui est que là, on se penche sur un gros succès d'un beau film français. Mais gardez bien à l'esprit que tout ça, c'est dans un cercle qui est vertueux, même si les métiers sont différents. Et ce qu'il faut dire aussi pour ajouter à ce que tu dis, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas dans cette salle, je ne sais pas si jamais mais on ne vend pas un film à une salle de cinéma. On propose un film à une salle de cinéma. Et il y a ensuite ce qui s'appelle un partage de recettes. Donc un film marche dans une salle de cinéma, c'est, comme diraient certains, du gagnant-gagnant. C'est du gagnant pour la salle de cinéma et c'est du gagnant pour le distributeur et le producteur et tous les ayants droit derrière, puisque c'est d'abord le distributeur qui touche avant de remonter les recettes aux différents ayants droit. Je vous ai parlé de la date de sortie qui est ici, en fait, sur la timeline. C'est notre credo, c'est la timeline. Je parlais hier avec Sandrine, Guillaume est là au premier rang, mais ce qui est vrai, c'est que ce festival a été décidé, on crée une timeline, et donc qu'est-ce qu'on fait ? On décide que le festival va avoir lieu à telle date. Tout est une question de timeline. À partir de quand on lance les éléments ? Quels sont les différents rendez-vous que l'on peut avoir pour parler de ce film-là ? Vous voyez qu'on a fait là la première date de projection de presse le 10 janvier sur un film qui n'était pas terminé, mais pour faire en sorte, parce on savait que sortant fin mars, pour qu'un film en fait soit traité dans les mensuels du mois de mars, il fallait que les journalistes puissent voir le film avant le 11 janvier. Donc du coup qu'on puisse montrer le film sans être tout à fait terminé. Il n'y avait pas le générique. Je ne sais même pas s'il y avait la musique encore entière du film de Pascal Sangla, mais en tout cas il fallait faire cette projection là. On a présenté le film à la French Convention, qui est un rendez-vous d'exploitants, pour ceux qui connaissent, qui est au Grand Rex à Paris, où le film français invite
pardon, le film français, mais invite tous les distributeurs et tous les exploitants à présenter leur film. On parlait de ce qu'on envoyait aux salles de cinéma. Donc, une fois que les salles avaient vu le film, dès début février, il y avait un document en fait pour accompagner les institutions qu'on envoyait également à toutes les salles de cinéma pour faire parler et pour faire découvrir ce qu'était la justice restaurative, le sujet de ce film-là. Quelques semaines après, on a lancé en digital la bande-annonce et l'affiche. Ça, c'est quelque chose que nous, on fait souvent. On essaye de faire en sorte, de manière concomitante, à lancer à la fois une affiche et une bande-annonce. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que les spectateurs ont plus de facilité à regarder une bande-annonce si l'affiche est liée en même temps, ou vice-versa d'ailleurs. En tout cas, dès qu'on peut, on lance les éléments. Alors, sur les films étrangers, c'est un peu plus difficile à faire, j'ai remarqué, mais en tout cas, sur les films français, on y arrive. Vas-y, Elise. Je dis juste un petit mot parce qu'en plus, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'il va y avoir un rebond en novembre puisqu'il y a la journée nationale de la justice restaurative. Et nous, c'est vrai que c'est un truc qu'on prépare déjà maintenant. On se dit qu'on va le proposer aux scolaires parce qu'après, on a aussi toute cette phase-là. Le film va pouvoir être présenté aux scolaires. Et puis, il peut y avoir à nouveau du débat, des rencontres avec les professionnels qui sont impliqués de la justice, qui sont sur tous les territoires de France. Et cette timeline-là, c'est aussi la timeline d'un film sur lequel tu étais confiant, que tu as envie de montrer aussi en avance parce que alors, tu sais c'est pas que... tant en avance que ça au final, parce que tu vois, c'était juste 2 mois et demi avant la sortie, mais c'était... Moi, j'ai connu des blockbusters qu'on a vus beaucoup plus tardivement quand oui, on n'était moi, pas sûr du bouche à oreille. Ça, oui, voilà, dans des blockbusters sur lesquels tu travailles en fait, sur des périodes beaucoup plus concentrées. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que parallèlement au lancement en digital et à la bande-annonce, donc c'est-à-dire que les salles ont eu accès à ce matériel en même temps, et c'est là en fait qu'a commencé la tournée du film, ce que vous avez en bleu ici en bas. Ça veut dire que c'est l'ensemble des villes dans lesquelles Jeanne est allée présenter le film avec beaucoup de débats. Alors c'est vrai que le principe de la justice restaurative est né à Pau, pas loin d'ici, et également à Avignon et à Aix, ce sont les premiers tribunaux qui ont mis en valeur en tout cas cette expérience et qui a été proposée. Et donc ce qui est vrai, c'est que ça s'est vu, les 3 villes en tout cas où on a fait le plus d'entrées et sur lesquelles le débat ont été les plus passionnants, ça a été dans ces 3 villes-là. Et après il y a eu à peu près je ne sais même plus combien elle a fait 25 dates à peu près en tournée. Et cette semaine d'ailleurs, vous avez la chance d'avoir... Nakache et Toledano qui viennent dans le cadre aussi d'un exercice presque sans précédent. Je crois qu'ils font 115 dates à travers 140 dates à travers la France, ce qui est exceptionnel et qui est une bonne illustration aussi de choses qui marchent aujourd'hui dans le marketing. Ce que font beaucoup de réalisateurs de films documentaires, de très petits films documentaires, vivent avec 140 dates dans l'année. Élise a raison, c'est-à-dire que en fait, ces réalisateurs-là le font en fait, au fur et à mesure de la vie du film. Là, ce que font Olivier et Eric, c'est en amont de la sortie, ou ce qu'a fait Jeanne d'ailleurs ici. Et ce qui est vrai, c'est que sur la vie d'autres films, le nombre impressionnant de dates sur lesquelles communique Gaumont, en fait, certains, Raymond Depardon, il a fait je ne sais combien de villes pour ça, quand il était davantage en forme que maintenant, mais vraiment a été présenté ses films un peu partout, dans tout type de salles. Là, il va falloir dérouler. Alors là, on y va. Alors, je créa, en fait, comment on va faire en sorte pour faire parler de ce film ? Il ne fallait pas être trop dur, il fallait être évidemment impactant. Il y avait une question de titre. Vous savez que ce film, en fait, même quand on l'a vu au mois de décembre, il s'appelait « J'ai croisé le loup ». Et je détestais ce titre. Vraiment, je détestais, et mon équipe aussi. Donc, du coup, il a fallu convaincre Jeanne et l'équipe, parce que, du coup, vous savez, quand vous travaillez sur un film pendant longtemps, quand vous l'écrivez, quand les techniciens travaillent sur un film, quand un metteur en scène le tourne, il s'habitue à un titre. Et on ne l'a pas trouvé avant le tournage. On a beaucoup cherché pourtant auparavant, on n'avait pas trouvé. Et Jeanne, on a réussi à la convaincre en lui disant que ça ne peut pas être le titre adéquat pour le film que l'on avait vu. Et donc du coup, ensemble, on a cherché. Alors il y a des agences que l'on engage, on fait des brainstorming, on a cherché. Et il y avait en fait cette phrase qui était dite dans le scénario. C'était pas exactement celle-là du coup. En fait, pour vous dire la vérité, c'était une phrase que dit d'ailleurs Dali Ben Salah dans le film. Et c'était un bout de cette phrase-là. Et du coup, on se dit, mais en fait, le titre, c'est sans doute « Je verrai toujours vos visages ». C'est un titre un peu long, mais c'est pas très grave que le titre soit long. C'est un peu grave pour les réseaux sociaux, parce que du coup, c'est pas facile de faire un hashtag « Je verrai toujours vos visages ». Mais dans le cinéma français, il y a souvent eu des films comme « Je vais bien, ne t'en fais pas »,« La prochaine fois, je viserai le cœur ». Tous ces films-là sont des titres qui sont longs, un peu trop longs pour nous, d'ailleurs, même pour mémoriser ces titres-là. Mais c'est un titre qui va bien avec le film. Et du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait réenregistrer en post-synchro le Dali, pour qu'il dise en fait cette phrase-là dans le film. Donc si vous vous rappelez, dans le film, il dit cette phrase, mais la vérité c'est qu'il ne la disait pas du tout à la base. Donc, énorme scoop. On a les journalistes d'Allociné qui sont là, énorme.
Bon, là, je vais aller très vite, être lumineux. C'est ce qu'il faut faire de toute façon pour beaucoup d'affiches, puisque vous le savez qu'on dépense quand même beaucoup encore en affichage, et même dans un cinéma, quand vous allez ici devant une devanture, les salles éclairées, il faut que ce soit quand même plutôt clair, notamment quand un film a un sujet assez sombre. Il faut faire attention à ça, de ne pas effrayer les gens par rapport à ce qu'on va. Donc, on vous a mis là, voilà, l'affiche sur laquelle on est parti, qui a fait débat, parce que là, on nous a dit, mais même ma direction, me disait, mais je comprends pas, tu as des super acteurs et on les voit pas. Mais oui, mais le film, c'est au-delà de ça. C'est qu'on ne va pas non plus survendre Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos là où ils sont qu'un des personnages principaux de ce film-là. Et le film, c'était vraiment ça, le groupe de parole. Et le bâton, le fameux bâton. On a failli appeler le film Le Bâton, d'ailleurs, et on a éjecté ça. Mais en tout cas, cette photo a été prise et ensuite a été mise un petit peu de manière oblique pour apporter justement la lumière de l'extérieur, sachant que c'est entièrement en studio. Hein, ici, n'était pas dans une vraie prison, c'était fait à Brie-sur-Marne. Mais donc toute la lumière est totalement artificielle. Comme c'est quand même des acteurs connus, que ce soit pour les réseaux sociaux dont parlait Élise, et par rapport à tout ce que l'on fait également, de toute façon, nous, dans nos campagnes marketing, il fallait quand même mettre en valeur ces acteurs, puisque vous savez que maintenant les acteurs ont leur compte Instagram, voient leur compte TikTok, etc. Et donc, il fallait en fait les mettre en valeur, et toujours pareil, avec un souci de les mettre en perspective avec un autre, parce que l'échange est très important, c'est le sujet même de ce film, au-delà même de la justice, c'est comment parler les uns avec les autres et comment écouter les autres. Donc il était hors de question de mettre un acteur seul en fait sur toute la campagne. Là, c'est tous les exemples, voilà, de tout ce qu'on a fait avec tous les personnages. Un film sort avec des partenaires médias que l'on donne d'ailleurs aux salles de cinéma. Tu veux en parler peut-être de ça ? Non. Sur les partenaires médias donc, avec lesquels on a travaillé, France Inter a été un partenaire très efficace sur le film. France Inter fait des films. C'est un très bon partenaire parce qu'en général, ils font des films assez intelligents, des films qu'on a envie d'aller voir, en tout cas sur une cible assez cinéphile. Donc du coup, on était très contents. On les a davantage là-dessus que sur alibi.com, par exemple, France Inter, pour donner un petit... Mais le Nouvel Obs avait adoré le film, les gens de Version Féminin également. France Télévisions, qui a cofinancé le film avec Trésor et avec Studio Canal, était là. Et Canal nous a permis une efficacité à la fois, que ce soit sur l'antenne et sur les réseaux de Canal. On vous a mis ici le nombre de contacts qu'on a touchés et la valeur média qu'on a eu de plus de 3 millions d'euros pour 108 millions de Ça veut dire, si on avait dû acheter de la pub pour avoir ce nombre de contacts, voilà quelle aurait été la valeur. Exactement. Là, c'est la campagne d'affichage. Je vous ai montré tout à l'heure ce que vous avez vu, donc principalement sur Paris et dans les grandes villes, puisque c'est là en fait où l'affichage est le plus efficace. Là, voilà, je vais aller vite là-dessus. Quelques exemples ici. Voilà, paf, paf. La timeline dont je vous parlais, elle est également en fait mise en perspective par rapport au plan média dont je vous parlais. Voilà les différents achats qu'on a pu faire ou les partenariats qu'on a fait sur la presse écrite sur le film, les quotes en fait qu'on a mises, et on récupère en fait, voyez les citations presse de certains journaux qu'on envoie d'ailleurs également aux salles de cinéma. On fait maintenant quelque chose qui est super et qui permet, notamment dans les plus petites villes qui n'ont pas accès à l'affichage, d'être de plus en plus efficace. Alors certains sont totalement contre. Vous aurez eu un distributeur indépendant plus petit à cette assemblée, il ne vous aurait pas tenu ce discours-là. Mais je me dois de vous dire que depuis qu'on a ouvert la publicité à la télévision, il y a une profondeur en tout cas sur les films, et notamment sur des films un peu exigeants qui n'existaient pas auparavant. Et donc, si le film de Ozon a pu avoir un coef province aussi important, si Je verrai toujours vos visages a eu un coefficient aussi important, c'est parce que depuis quelque temps, on a la possibilité d'acheter des spots télé en télévision que vous voyez. Pour ceux qui ne sont pas des professionnels aguerris, depuis 1986 jusqu'à 2019, la publicité pour les films, qui est une spécificité française, était interdite à la télévision. On est aujourd'hui dans une phase d'expérimentation qui a été prolongée. Mais donc c'est pour ça que c'est un sujet important qui a fait débat et qui peut continuer à faire débat. Mais voilà, juste pour mettre... Et Canal, je vais aller très vite. France Inter, le nombre de spots. La stratégie digitale qui est très importante, puisque du coup, il fallait vraiment faire en sorte... Alors, on travaille avec des sites très importants comme Allociné. Il y a la puissance qui est importante, en fait. Internet permet, en fait, à la fois le ciblage et la puissance. Donc, comment ? Ouais. Avec donc tous les différents les circuits également avec lesquels on a travaillé, que ce soit Pathé Gaumont, CGR, Kinépolis. On a travaillé les différentes cibles. Et alors on a fait du podcast, un axe de communication, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler après, mais qui a été très important. Ça c'est ce qu'on a fait en fait sur Instagram et MyTF1, que vous avez sans doute vu si vous avez été ciblé. Le community management sur le film qui était très important, concentrer en fait la communication aussi en S-3 mais en S+2. C'est pour vous dire quand même que même si on ne pensait pas que le film allait marcher de la sorte, dans la date de sortie dont je vous ai parlé tout à l'heure, il fallait en fait durer avec ce film parce qu'on savait qu'il allait quand même marcher sur le long terme. Donc une campagne qui est de 5 semaines,
Ça coûte de l'argent, absolument. Mais on s'est dit que ça valait le coup de ne pas tout arrêter, comme c'est souvent le cas quand un film sort. On arrête en général à la sortie ou la semaine ou le week-end même qui suit la sortie jusqu'à la programmation avant qu'on soit arrêté par les exploitants. Donc du coup, en fait, ça dure que 5 jours. Mais là, en tout cas, c'était plus lourd. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait sorti un film assez difficile l'année dernière qui était Novembre, le film de Cédric Jiménez, qui avait très très bien marché. Et il fallait en fait, comme sur Novembre, miser sur 2 choses qui étaient très importantes et qui rejoignent d'ailleurs ce que dit Élise, même si ce film-là, ce n'est pas un film à réessayer pur et dur, mais miser en tout cas sur le collectif et l'émotion. Film annonce. La bande-annonce. La bande-annonce, en fait, le film annonce. N'hésitez pas, les acronymes et tout. Merci. Les retombées RP, c'est les relations presse. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait en fait sur le média. La bande-annonce, elle a été vue, le FA, donc la bande-annonce a été vue par 10 millions de fois. Alors, c'est un chiffre qui paraît énorme, mais après, il y a certains qui... Le comptage de la bande-annonce se fait à peine, quand vous voyez à peine 1 seconde de bande-annonce, certains... je te montre du doigt, mais pas toi. Non, fais pas ça. Pas toi. Mais c'est compté en tout cas comme une bande-annonce vue entièrement, alors que vous appelez le truc sur Instagram ou sur autre. Et effectivement, la bande-annonce, c'est quand même le média par excellence, du digital jusqu'au grand écran. Et vous avez ici les différents endroits où la bande-annonce a été vue avec le total de vidéos. Même donc ça a été beaucoup vu sur Allociné quand même, je trouve, non ? On a beaucoup acheté. C'est du... Le coût de tout ça, sur Internet, on a dépensé 150 000 euros net. Non, 150 000 euros. Comment ? Non, le digital, tout digital. Ouais. Lancement de la bande-annonce, réseau, etc. C'est 150 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Alors on les a grâce... Julien, tu peux en parler peut-être. Non, mais ça, de toute manière, tout ce qui est vendu en digital est comptabilisé. Ça fait partie du contrat entre les différentes régies, que ce soit des grandes plateformes ou des médias comme nous ou d'autres. Chaque fois qu'une campagne est achetée, on donne des bilans de campagne avec le nombre de contacts, le nombre d'impressions. Etc. Exact. Voilà, il y a toute régie par laquelle on passe pour acheter de la publicité nous fait un retour en fait sur ce qu'on a dépensé et sur comment ça a été vu, même en télévision. En télévision, on achète également et on sait en fait qui a regardé, etc. Je vais aller vite là-dessus. Les piges, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Alors le podcast, peut-être qu'on peut en parler un peu. Tu voulais en parler aussi des podcasts, peut-être. Tu as parlé de celui de la... Moi, non, mais je te laisse finir sur les podcasts. Et après, ouais. En tout cas, c'est un truc qu'on a fait vraiment qu'on n'avait jamais encore expérimenté sur un film. Faire du podcast en un outil promotionnel. Alors, c'est toujours pareil. Il faut avoir vraiment le sujet adéquat et savoir de quoi on parle avec un sujet qui peut vraiment intéresser les gens. Ce qui est vrai, c'est que on a fait un outil de communication en fait de ce podcast. Il fallait travailler vraiment sur ce qu'était le sujet. Il fallait en faire un angle éditorial. Alors, on a parlé des coulisses du tournage du film, de comment en fait Jeanne a filmé, avec combien de caméras, comment en fait tous les acteurs ont travaillé. Vous savez, quand un acteur tourne, parfois, il parle à la caméra, mais l'acteur qui est en face de lui n'est même pas là. Là, au contraire, elle a filmé ça à plusieurs caméras. Donc, chaque acteur avait en fait dans ses yeux la réceptivité de celui qui était en face de lui. Alors, beaucoup de metteurs en scène font ça, c'est pas non plus exceptionnel, mais cependant c'était intéressant à raconter par rapport à d'autres manières dont les films sont faits. Donc vous pouvez les écouter, hein, ils sont franchement, c'est pas parce qu'on les a fait nous, on les a fait avec plein de gens, ils sont absolument passionnants. Si vous avez aimé ce film, en tout cas les podcasts sont... Donc là c'est tout ce qu'on a fait autour de ça. Alors ça c'est les podcasts on vous a mis quelques-uns, vous les trouvez sur Amazon, sur Spotify, sur Apple. Alors on n'est pas dans les tops des podcasts évidemment, c'est les émissions que vous écoutez podcasts sont bien plus écoutées que celles-ci, voilà. Mais c'est quand même, quel que soit l'univers, vous voyez, ceux-ci ont quand même été mis en avant. Et alors en plus, ils ont été sponsorisés par plusieurs équipes sur les réseaux sociaux. Donc il y a Victor Toyon, que certains connaissent. Vous connaissez Victor Toyon ? Ouais, voilà. Donc avec qui on a travaillé pour la première fois. On n'avait jamais travaillé encore avec elle. Les situations que vous connaissez où l'Adèle a fait le canapé, le goût de M avec Elodie. Enfin voilà, tout ce que l'on peut faire un peu de différenciant pour faire en sorte de toucher un public, c'est vrai, un peu plus jeune que la cible première dont je vous parlais tout à l'heure, dans la mesure où notre boulot, c'est de faire en sorte de trouver quelle est cette cible qui vient en premier, mais toujours d'élargir au maximum les campagnes qui sont les nôtres. Je veux bien rebondir là-dessus parce que justement, je voulais proposer sur la composition des publics qu'on avait dans la salle. On peut revenir. Donc, je vous le rappelle, nous, on travaille sur aussi cette question de renouvellement des publics et de la place de la jeunesse. Donc aujourd'hui, sur une année entière, on a à peu près 33% des spectateurs, spectatrices qui sont des moins de 26 ans. Oui, on a beaucoup. Ouais, t'as pas mal de slides déjà. Là, c'était celle d'après, c'est celle-ci. Donc la place de la jeunesse, justement sur ce film, donc je suis allée chercher les chiffres. Donc sur le nombre de spectateurs qu'il y a eu, c'est 2485.
sur 72 séances. Et dedans, je peux savoir, grâce aux tarifs qu'on met en place, on a des tarifs spécifiques, qui sont les moins de 26 qui sont venus. Et donc, il y avait 374 moins de 26. Donc, on est à peu près 10%, ce qui est bien en dessous par rapport à un autre film. Donc, on est évidemment... On l'a vu, après il y a évidemment les chiffres et puis il y a ce qu'on voit dans la salle. Et nous, ce qu'on a vu dans la salle, et ça c'est quand même le type de film qui nous a rappelé que le bouche à oreille pouvait marcher. C'est des gens qui ne viennent pas toujours au cinéma, qui viennent pas souvent au cinéma, qui du coup on a entendu parler et sont revenus en salle. Et donc c'était vraiment en termes d'âge un peu très, très divers, très mélangé. Donc ces 374 là j'ai même des enfants, c'est-à-dire j'ai 5 moins de 14 ans, donc ça c'est quand même étonnant. Donc avec les parents, j'imagine des enfants de 12, 13 ans, 14 ans qui sont venus sur le film. Et puis et je voulais comparer ça avec d'autres films, un autre qui est Suzume qui est sorti juste après, qui est un peu qui est une autre cible et sur laquelle il y a 1180 spectateurs et on a le même nombre de moins de 26. Ils sont 335. C'est intéressant que même sur un monde adapté où on se dit quand même que ce sont vraiment les plus jeunes en fait même sur Suzume en fait la partie le 10% n'est pas excédent par rapport à celui que je... Il y a 20%. Non, ça fait ça fait un tiers là. Il a fait moins d'entrées, donc ça fait un tiers. Ce qui était drôle sur Suzume, et ça c'est peut-être un rebond par rapport à ce que tu disais sur France Inter, c'est qu'il a été film aussi France Inter, et que du coup on s'est retrouvés dans les salles, c'était très drôle à voir avec toute notre communauté de films animés japonais qui est plutôt très jeune, et à côté il y avait plein de femmes de 40-50 ans qui venaient sur les recommandations de France Inter, et donc ça faisait des salles vraiment très mixtes, et ça c'est super quand quelque chose se passe comme ça autour d'un film. Moi j'aime beaucoup quand les gens se mélangent. Et donc là, je vous ai montré aussi quelques images. On a Davichou en rencontre au mois de janvier, Maïmouna Doucouré, un café polyglotte, voilà, ou une soirée, c'est la soirée Halloween, je pense, devant le café, avec comme ça des mélanges de gens, de public. Et ça, c'est ce qu'on recherche vraiment aussi et qu'on retrouve. Et puis, vous aurez quelqu'un du Pass Culture cet après-midi dans la table ronde. Le président du Pass Culture, d'ailleurs. Le président du Pass Culture. Et ça, c'est aussi un outil qui nous permet d'avoir des stats sur ce que vont voir les jeunes dans la salle. Et alors, ils étaient assez peu nombreux ils sont 28 sur Je verrai toujours vos visages, dont en fait c'est une classe qui est venue en soirée. Ils venaient de Bayeux, donc 40 km. Ils sont venus voir Je verrai toujours vos visages au Café des Images dans le cadre d'une sortie comme ça, découverte d'un cinéma. Film qu'on leur avait proposé, etc., qui était pour eux une découverte et une super soirée. Sur Suzume, par contre, on va en avoir 80. Après, ils peuvent avoir pris des tarifs comme ça. Il y a les étudiants de la CTU qui en ont un autre. Enfin, je n'ai pas tout comptabilisé. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ce qui est vrai, c'est que le Pass Culture marche très bien, mais aussi dans les multiplex. En fait, ils se servent beaucoup du Pass Culture, les jeunes. Donc peut-être sont-ils allés voir Je verrai dans les multiplex, je ne sais pas. Mais et par rapport à ce que tu disais, il y a les élèves de 3e qui viennent faire des stages, vous savez, d'observation pendant une semaine. Et on a eu donc des gamins de Saint-Denis qui sont venus cette année. Et il y a 2 gros cinémas à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Il y a un cinéma RSC qui s'appelle Les Écrans, qui fait un travail vraiment formidable. Et à côté, il y a le Gaumont qui marche, enfin le Pâté d'ailleurs maintenant, qui a un peu de mal à marcher, mais qui est le gros multiplex. Et ils étaient une douzaine autour de la table. Et pour eux, on parlait des salles de cinéma et je leur disais, voilà, quand vous allez aux écrans, alors ils me disent, mais monsieur, on n'y va pas, nos écrans, c'est le cinéma de l'école. Je dis, comment ça, le cinéma de l'école? Non, mais c'est je vais pas faire. Mais ils disaient, non, on n'y va jamais, nous, on y va quand il faut y aller avec l'école. Mais il est fermé le soir, le cinéma. Non, il n'est pas fermé le cinéma le soir. Je vous jure, il a fallu leur expliquer. Pourtant, une ville où ils habitent, mais les rares fois où ils vont au cinéma, c'est voir un gros film américain au multiplex. Et quand ils vont dans les écrans, c'est dans le cadre d'un programme scolaire. Donc heureusement qu'il y a encore, et il faut vraiment faire en sorte que à la fois collège au cinéma, lycée au cinéma perdure, parce que c'est ce qui va permettre à des gamins
de 14 ans, de découvrir autre chose que les films dont ils entendent. Et pendant que tu retrouves ta slide, je pense qu'Élise aura peut-être une perspective un peu différente dans sa propre expérience sur les jeunes. Exactement, non mais je rebondis parce que je suis convaincue de ça aussi. Il y a quand même cet effet des fois des dispositifs qui rend la salle muséale. Et du coup, on travaille beaucoup la question sur la jeunesse, la question des makers. C'est une génération qui a envie de faire les choses et donc on leur donne des choses à faire dans la salle. C'est-à-dire qu'ils font leur émission de podcast, mais ils organisent des soirées, ils organisent des programmations. Quand ils organisent une programmation, ils appellent le distributeur pour savoir comment ils peuvent négocier le film, etc. On les accompagne en fait dans toutes ces démarches-là. Et moi, je suis 100% convaincue que c'est la seule façon qu'ils se sentent chez eux, à l'aise et qu'ils prennent place dans le lieu après être venus découvrir quand ils étaient en scolaire. Parce qu'en fait, cette rencontre-là ne suffit pas seulement pour fréquenter la salle, il y a aussi être impliqué ensuite, être un acteur ou une actrice de la salle. Donc non seulement tu as 18 salariés, mais en plus tu fais bosser des jeunes bénévoles, quoi. Donc, ouais. Impressionnant. Alors, on va terminer de dérouler. Allez, on y va très vite. La campagne cinéma, parce que vous savez que ce qui marche le mieux, alors ça c'est ce qu'on a envoyé notamment aux exploitants. Dans toutes les salles de cinéma, les exploitants reçoivent en fait un déroulé de ce qui est le film, avec Jeanne-Héry qui dit quelque chose vraiment sur ce qu'est son film, avec les mots de l'association France Victime avec lesquels on a travaillé, le magazine Box Office Pro avec lequel on a travaillé. Ça s'appelle un argumentaire de vente, en fait, ce que vous avez là. Et bien sûr, l'affiche et la bande-annonce. Ça, c'est l'achat cinéma qu'on fait de nos bandes-annonces dans des régies publicitaires qui regroupe l'ensemble des circuits et aussi des salles indépendantes en France. Il n'y a pas tant de salles à RSC que ça dans celle-ci, mais cependant, c'est des campagnes qui sont efficaces. Et par rapport à la question que vous posiez, on a également le nombre de contacts que l'on touche avec... il m'écoute pas, mais c'est pas grave. Sur le... Donc, c'est pas très grave. Tu as été prof dans une vie antérieure, toi, non, c'est en moi. Je vais aller très vite là-dessus puisque ça regarde que Pathé Gaumont et on s'en fiche. Ça, c'est la visibilité des films à travers des préventifs que l'on fait notamment chez UGC ou chez MK2. Un préventif, c'est une affiche en fait en 4x3 qui est dans des cinémas qui est vendue en tant qu'achat d'espace par les exploitants et que le distributeur nous achetons pour faire en sorte que les films soient visibles au-delà de l'affiche dite traditionnelle. Le hors-média, je vais y aller très vite parce que c'est ce qu'on a fait avec toutes les institutions, c'est ce qui a fait en sorte aussi que le film a marché, c'est-à-dire qu'une niche en fait s'accapare d'un sujet et fasse en sorte d'en parler au plus grand nombre. Ça, dès qu'on arrive à faire ça, c'est vraiment la clé du succès de beaucoup de films. Alors, il n'y a pas que ça. On a travaillé en février, dès le mois de février. On a montré le film en janvier, le film sortait fin mars, donc on a eu à peu près 2 mois. Mais vous savez, c'est intéressant, quand on dit institutionnel, ça veut dire tout et pas grand-chose, parce que par exemple, on a travaillé vraiment avec le local là-dessus, et donc avec les exploitants. Parce que par exemple, le ministère de la Justice a mis beaucoup de temps à se réveiller là-dessus. Et au final, le ministère de la Justice, il a voulu récupérer le film, on va dire 1 semaine avant la sortie du film. Je ne sais plus ce qu'il y a eu comme souci avec Dupond-Moretti à ce moment-là. Et c'est là où en fait, on a eu un appel pour faire une projection au ministère. Et là, on s'est dit, oulala, attention, on va se faire récupérer par le truc. Donc ça veut dire qu'on a attendu que le film soit sorti, qu'il ait démarré et que la presse en ait parlé et que vous tous ayez commencé à aller le voir pour faire la projection pour les équipes de Dupond-Moretti. Je ne sais même pas s'il a vu lui, mais en tout cas pour ses équipes en tout cas. Il y a un truc par rapport à la politique où il faut quand même toujours faire un peu attention. Il faut se servir d'eux, mais ne pas non plus être récupéré par eux. En fait, vous voyez, c'est vraiment ça. Le monde associatif, j'y vais très vite. La justice, tous les magistrats, les avocats, voilà. Alors ça, c'est un travail que l'on fait en distribution avec des agences spécialisées. On engage des gens dans les frais globaux qui sont nos frais de sortie pour un film. On engage en fait des gens pour le faire. Il faut qu'on arrête vite. La presse, je vais y aller très vite. Voilà, on organise des projections de presse qui font en sorte que la presse et les exploitants et les partenaires dont on parlait tout à l'heure puissent venir voir un film en amont de la sortie déjà pour savoir par exemple alors on organise des projections dites officielles, mais on fait livrer des copies, les exploitants reçoivent les copies de nos films et décident si oui ou non ce film-là est pour eux ou pas, etc. Les making-of, les extraits, les photos, le dossier de presse, tout ça, c'est ce qu'on envoie aux salles de cinéma et qu'on envoie ou qu'on met en tout cas à disposition aux journalistes. Les éléments de langage, justement, c'est par rapport à ce que je vous disais, il fallait qu'on fasse attention à ne pas en faire un film documentaire ni un film sentencieux, mais un vrai film de cinéma, une aventure humaine. Tout ça, il fallait en fait le dire. Il fallait le dire aux acteurs que ceux-ci qui sont les vecteurs de communication au-delà de tout ce que l'on fait, c'est eux qui sont mis en avant. C'est pas ce qu'on dit.
précisément là sur une scène qui fait en sorte que les gens entendent parler d'un film. C'est vraiment eux qui sont écoutés en radio, en télévision, sur une émission web, etc. Mais il faut que ceci se mette en bouche. Alors, c'est pas que du marketing, hein, c'est aussi pour que nous, grand public, on ait envie d'aller voir ces films-là. Si Adèle, elle dit, en plus Adèle, elle a tourné quasiment toute seule ou avec Elodie. Elle savait rien du tout, Adèle, de ce qui se passait dans le groupe de parole, puisqu'elle n'y est pas dans le groupe de parole. Mais il fallait du coup, en voyant le film, qu'on lui donne, nous, des éléments de langage. Alors, c'est pas des choses, les acteurs sont intelligents, c'est pas des choses qui, pas tous, mais c'est pas des choses qu'ils apprennent par cœur, mais en tout cas, c'est une manière de leur faire savoir et leur donner envie de parler du film dans lequel ils ont joué, même sur une partie de celui-ci dans lequel ils ne sont pas. Bon, ça, on s'en fiche, c'est tout ce qu'on a fait en radio, en télé, l'avant-première du film et la programmation, les projections exploitants. Voilà, là, on a fait les rencontres. Il y a beaucoup de rencontres en province avec beaucoup d'exploitants. Que l'on fait dès que l'on peut. On rencontre, là, il y en a à La Baule aussi, là, il y en a eu à Dinard, enfin, il y en a beaucoup, un petit peu partout. Le label AFCAE, puisque en plus du label UGC, du label Pathé Gaumont, l'AFCAE, je ne sais pas si David est là, en tout cas, a soutenu le film. L'Association française des cinémas arts et essais. Absolument, voilà, a soutenu le film, donc ça veut dire que le film était labellisé, ça veut dire que toutes les salles arts et essais qui ont passé ce film, le fait d'avoir passé ce film-là, qui en plus a bien marché, c'est un système de points. Tu veux parler du système de points de l'AFCAE ou on s'en fiche là? Ok, d'accord. Ok. Laquelle? Ça? Non, juste après. Après? C'était la longue liste là. Est-ce que tu peux nous commenter chacune de ces lignes, s'il te plaît? Non, c'est juste une photo. C'est ça que vous voulez? Les radios? Ok. La programmation, voilà. Alors la programmation, c'est vrai que dès que le film, vous avez vu, en fait, dès que le film a été terminé, on a commencé à montrer le film à l'ensemble de l'exploitation. Les avant-premières et la tournée, j'en ai parlé tout à l'heure dans la timeline. Et on parlait du bouche à oreille du film. Là, c'est la slide que j'ai envoyée ce matin. Vous voyez que la durée de ce film, le film n'a perdu que 30% de ses spectateurs en deuxième semaine par rapport à la première, et a fait plus d'entrées en troisième semaine. Ça, c'est quand même très rare. C'était le début des vacances. Je parle sous ton contrôle, mais est-ce qu'on peut dire qu'en général, c'est moins 50% sur une deuxième semaine? C'est moins 50 sur une deuxième et moins 40 sur la troisième, et après. C'est nous tous. C'est le fait que le film n'ait plus et que du coup, voilà, c'est un film qui a des jambes, c'est ça, hein? Un film qui a des jambes, comme on disait tout à l'heure, voilà, absolument. Ouais. Les œnologues, ils ont leur discours pour parler de vin. Si vous voulez être un peu chic, vous dites il a des jambes. Et comme le dit Élise, le film est encore à l'affiche dans une 50aine de salles et va avoir une durée très longue, puisque il y a les événements qui vont se passer au mois de novembre. Il y a ensuite le festival Télérama en début d'année, où il y a des reprises avec un prix moins cher pour aller voir les films au cinéma. Il y a la sélection du Figaro également dans certaines salles. Je crois que c'est que chez UGC le Figaro, ou c'est dans. Toi, t'es pas toi. Figaro, c'est pas très Hérouville. Et puis j'espère des nominations au César. Alors l'effet César est beaucoup moins important qu'avant, puisque maintenant les films sont déjà exploités en VOD, en DVD, donc il est rare qu'il y ait un rattrapage sur les Césars. Mais bon, malgré tout, si le film a quelques nominations, on fera ce qu'il faut pour remettre le film un peu à l'affiche la semaine de la cérémonie. Nous, on remet toujours effectivement sur la semaine des Césars 2-3 films qui ont été un peu des films qu'on a aimés, qui sont dans la shortlist, que ça nous fait plaisir de reproposer. Ouais, Julien, tu veux parler non, de mais cette c'est juste un élément de comparaison entre trois films comparés autour de leur date de sortie. Donc je verrai toujours vos visages, Mon crime et La syndicaliste, des films très différents, mais c'était intéressant de voir à quel niveau, vous voyez les pointillés, c'est le nombre de séances qu'ils ont eues, et les lignes en dur, c'est le nombre de cinémas qu'il est exposé. Donc vous voyez que Mon crime a démarré bien au-dessus et effectivement, je crois qu'il a fini à peu près au même niveau, autour du 1 million d'entrées, mais avec une exposition beaucoup plus forte. Mais avec il est sorti pendant le printemps du cinéma. Exactement, avec une chute beaucoup plus drastique. Et qu'au contraire, La syndicaliste et Je verrai toujours vos visages ont démarré à peu près de la même manière en termes d'exposition. Là, je ne suis pas en entrée. Mais on voit à un moment une chute soudaine qui est en fait assez logique dans le timing. Le côté atypique, c'est au contraire Je verrai toujours vos visages qui arrive à se maintenir beaucoup plus longtemps que des films classiques. Donc c'est juste des éléments de comparaison aussi. La syndicaliste, c'est celui qui fait chez nous le score numéro 3 de l'année. Et il a été aussi beaucoup porté, je le dis parce que c'est absolument pas une blague, il a été beaucoup porté par le mouvement des grèves, qui était à ce moment-là très fort sur les retraites. Et nous, on a beaucoup de syndicalistes qui fréquentent le lieu ou qui le traversent. Et effectivement, les demandes revenaient en permanence sur le film aussi. Le syndicaliste fait 500 000 entrées. Ouais, Jean-Philippe Jean-Paul Salomé qui est sorti à point nommé, du coup, voilà, La syndicaliste.
Je crois qu'on est en train d'arriver Et au je crois bout. qu'on a fait pile poil en 1h30. C'est quand même. Alors, normalement, on a fini, mais si on a le temps, on a quelques minutes pour quelques dernières questions. Un grand merci déjà de nous avoir partagé tous ces éléments. Je pensais vraiment pas que tu arriverais au bout de tes slides, Thierry. Hein. Franchement, j'y croyais pas un instant. Si vous avez des dernières questions, oui. Effectivement, alors moi j'ai eu la même sensation. En fait, les animés japonais en France, ils ont longtemps pas fonctionné. Nous, on est une des salles pionnières à montrer beaucoup d'animés japonais depuis le départ. Donc on a une vraie communauté qui se renouvelle, évidemment, puisque les gens changent, etc. Et puis je pense qu'aujourd'hui, ça devient quand même plus large, la culture de l'animé japonais. Et Suzume, par ses partenariats, il me semble, justement, je le disais tout à l'heure, quand on a la pub sur France Inter, on sait que c'est un public qui va être peut-être plus âgé, etc. On a du coup un public un peu différent qui vient découvrir le film et qui aime. Et je me souviens avoir croisé, comme ça par hasard, en ouvrant une porte au café, je suis tombée sur une dame qui m'a dit ah mais je reviens à peu près 60 ans. Elle me dit c'est la première fois que je reviens après Covid. Elle venait voir Suzume et c'est sa fille de 35 ans qui l'avait amenée. Donc il y avait vraiment ce truc et dans la salle, ils allaient retrouver plein de petits jeunes qui étaient là, amateurs d'animé. Non, et ça vient aussi de la typologie de fréquentation du cinéma La Talente, où c'est vrai, mis à part les scolaires, donc qui viennent avec les élèves viennent avec les profs, la majeure partie des spectateurs de La Talente, quand même de Bayonne, ce sont des spectateurs de plus de 50 ans aussi, donc qui ont confiance en le travail de l'exploitant, qui font un programme bien spécifique. La grille de programmation que Elise a montrée, celle de La Talente, elle est aussi fournie avec des séances en bataille, etc. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une fidélité à la salle qui fait que les gens ont envie d'aller voir le film parce qu'il est promu comme il faut par l'exploitant, quelle que soit la typologie et la cible du film en question. Et ce qui est vrai, c'est que Suzume est sorti à La Talente, mais aussi au CGR, et que possiblement, des gens jeunes dont vous parlez sont peut-être allés davantage le voir au CGR qu'à La Talente. Moi, je pense qu'ils sont plutôt venus dans les salles indépendantes parce que les jeunes dont on parle et dont on va parler cet après-midi, je trouve que c'est une excellente transition. C'est aussi des jeunes qui ont de plus en plus de valeurs aussi et qui ont très envie de défendre les salles de cinéma indépendantes. Donc, je le dis ici parce que nous, on a plein de jeunes spectateurs qui nous disent, nous, on fait le choix de venir ici parce qu'on a envie aussi d'aller dans des lieux indépendants et des lieux qui proposent une expérience assez multiple sur découverte de plein de films différents. Et beaucoup moins cher. Alors là, c'est clair, c'est 4,50 nous, le tarif quand on a moins de 26, donc c'est imbattable. Je crois qu'il va falloir qu'on conclue, mais si le sujet vous intéresse, effectivement, la discussion continuera cet après-midi. Tous les mardis. Un grand merci à nos deux intervenants et un grand merci à tous d'être venus si nombreux, même si Pénélope n'était pas là ce matin. Donc merci à tous.